Aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un épisode un peu bilan. Bilan sur ma série de podcasts Autopsie d'une décision, où j'aimerais prendre un peu de recul. Parce qu'en racontant ces histoires, ces 12 épisodes, en les mettant vraiment côte à côte, je me rends compte qu'il y a quelque chose de plus profond. Ça dit des choses, pas que sur les entreprises, mais également sur nous et vous le savez, c'est mon thème, notamment sur la prise de décision. Alors ce que je vous propose, c'est de vous installer confortablement et je vais faire ce bilan. Je vais revenir sur les grandes affaires qu'on a explorées ensemble, sur ce qu'elles ont en commun, ce que ça révèle des mécaniques décisionnelles, des décisions qu'on peut en tirer d'ailleurs. Et je pense que vous soyez dirigeant, manager ou tout simplement curieux pour comprendre un peu l'aspect décisionnel, cet épisode va être vachement intéressant. Allez, on est parti. Ils pensaient avoir trouvé la bonne stratégie. Ils avaient l'argent, les équipes, l'expérience, et pourtant, la suite a tourné au désastre. Salut, c'est François, et bienvenue dans Autopsie d'une décision. Ici, on parle de décisions qui ont tout changé, mais pas dans le bon sens. Vous savez, ces choix que les dirigeants prennent convaincus de tenir la bonne idée, jusqu'au moment où tout s'effondre. Et dans cette série d'épisodes, je vous amène comprendre pourquoi certaines entreprises se plantent et comment, potentiellement, éviter les mêmes erreurs. Alors installe-toi bien et c'est parti pour ce nouvel épisode d'Autopsie d'une décision. Au fil des épisodes, on a voyagé dans de très nombreux univers. On a parlé de Kodak, géant de la photographie, qui a lui-même inventé l'appareil numérique avant de l'enterrer pour protéger son modèle de pellicule. De Blockbuster, qui a été un leader de la location vidéo, mais qui a sous-estimé complètement Netflix et son modèle d'abonnement. Nokia, également. Indétrônable sur le marché des téléphones. Et pourtant, aujourd'hui qui n'existe plus, car a raté son virage des smartphones. Mais on a aussi parlé de Polaroid, Toys R Us, Coq Sportif, des avions renifleurs où de Elf Aquitaine et l'État français se sont carrément laissés séduire par une technologie fictive. Tout ça, tous ces épisodes, toutes ces histoires sont très différentes. Mais elles racontent toutes la même chose. Des décisions qui sur le moment semblaient pourtant purement rationnelles, parfois même très prudentes, se sont révélées fatales. Alors, avant de creuser un peu les leçons, je voulais revenir un peu sur ce format que j'ai fait. J'ai volontairement choisi de faire un format court. Vous l'avez vu, 10, 15, 20 minutes en moyenne. 20 minutes, je crois que je ne l'ai jamais atteint d'ailleurs. Pourquoi ? Parce que je voulais changer un peu de mon modèle d'interview régulière, qui va revenir d'ailleurs, qui revient, je le prépare. Je voulais un podcast plus accessible. Moins de jargon, pas de longues digressions, juste l'essentiel. Une histoire, une analyse, une ou plusieurs leçons. Bon, je ne vais pas vous cacher que des fois, en travaillant un peu sur ces sujets, j'ai ressenti de la frustration. J'aurais aimé, dans certains cas, creuser davantage les contextes, expliquer derrière chaque décision les dynamiques économiques, sociales, politiques, parfois même culturelles. Par exemple, comprendre pourquoi Kodak a enterré le numérique, c'est pas seulement parler de stratégie d'entreprise.
C'est aussi comprendre un écosystème, des actionnaires, des pressions hiérarchiques, des inerties collectives. Donc, le format que j'ai choisi, court, bah, je l'ai voulu comme une force. Oui, et ça l'est, car bah, ça m'oblige à aller droit au but, mais il y a aussi des limites. Parce que la réalité est beaucoup plus complexe et que le récit que j'aurais pu en faire. Et ça, moi je l'ai bien senti dans ce format. Et j'espère d'ailleurs, parce que je ne désespère pas de refaire peut-être quelques épisodes de ce type de temps en temps, eh ben, j'espère que je pourrai en faire encore mieux, tout aussi synthétique, peut-être parfois un peu plus long. On verra quand l'occasion se présentera. Bon, revenons un peu, après ce détour après par le format, revenons un peu sur les grandes leçons de cet échec. Bon, qu'est-ce qui ressort de toutes ces histoires? J'ai envie de dire quelles sont les erreurs récurrentes que l'on retrouve, quel que soit le secteur ou l'époque. Parce que oui, c'est ça qui nous intéresse. J'ai dessiné 4 grands principes, 4 grandes leçons principales. La première leçon, bah, c'est la peur de l'auto-cannibalisation. C'est pas facile à dire. Je vous donne un exemple. Kodak. Si vous avez écouté l'épisode, vous le savez, je vous fais un court résumé pour ceux qui ne l'ont pas fait. 1975, Kodak, en tant qu'entreprise, invente littéralement l'appareil numérique. Mais au lieu de l'exploiter, elle va l'enterrer. Pourquoi? Tout simplement parce que son modèle économique reposait sur la pellicule, qui était un produit très rentable. Miser sur le numérique, c'était menacer la poule aux œufs d'or. Et pourtant, cette prudence a été fatale, car c'est l'innovation qui a fini par s'imposer, mais sans Kodak. Donc j'en reviens à ma leçon. La peur de l'auto-cannibalisation. En fait, ça me fait dire que quand on découvre des innovations, il ne faut pas avoir peur, dans sa prise de décision, de remettre en question ses produits, ses services. Car qui sait, peut-être que ces futurs produits ou services seront l'avenir de l'entreprise, et pas non ceux qui la feront disparaître. Alors bien sûr, quand je dis ça, c'est toujours très simple à énoncer, mais je suis persuadé que c'est un état d'esprit. On peut toujours se challenger et ne pas craindre l'auto-cannibalisation. Deuxième leçon. Ça, c'est une leçon qui est dure, très dure, à mettre en place et à recevoir. Je l'ai appelé l'arrogance du succès. On l'a vu chez Blockbuster, Nokia, Toys R Us. Toutes ces entreprises ont cru que leur position dominante les protégeait. Et elles ont complètement sous-estimé les petits acteurs émergents, qui semblaient tout petits au début, qui ont cru que leur modèle continuerait à fonctionner indéfiniment, et qui pourtant se sont lourdement trompés. Car je traduirai cette leçon en une phrase: le succès d'hier ne garantit jamais celui de demain. Donc faites toujours attention à vos petits concurrents, à petites choses, des petits signaux autour qui peuvent devenir des très gros signaux, voire venir vous enterrer. Troisième de la quatrième des leçons, c'est l'inertie organisationnelle. Souvent, parfois, quand un dirigeant voit un danger,
il va vouloir mettre en place des choses pour répondre à ce danger. Et là, il y a une chose qu'on a du mal à faire bouger souvent, c'est l'organisation. L'organisation, le paquebot, souvent on parle de paquebot, l'organisation, elle, va résister. Il y a des comités, il y a des hiérarchies, il y a des intérêts internes et tout ça et tout ça. Tout ça qui va aller contre la volonté de prévenir le danger. Un exemple. Chez Nokia, plusieurs équipes avaient identifié l'importance des logiciels. Mais la guerre de pouvoir interne va empêcher tout simplement la mise en place d'une stratégie cohérente. Résultat, l'entreprise s'est laissée complètement dépasser. Donc oui, lorsqu'on prend une décision, il faut faire attention à plein de choses, mais il faut également anticiper l'organisation. Et ça, c'est très compliqué. Enfin, quatrième leçon, que je vois un peu, que j'ai pu voir au travers des épisodes. Je l'ai appelé l'illusion du consensus. Dans beaucoup de cas, en fait, les décisions ne sont tout simplement pas réellement débattues. Chacun ses doutes. Personne ne veut être celui qui dit non, qui dit oui, qui dit bah, je sais pas. Surtout quand un projet est porté par la direction. Et souvent quand elle est politiquement soutenue. On l'a vu particulièrement dans les avions renifleurs. Beaucoup doutaient, mais peu osaient parler. Et le silence a fini par valider M. Perchery, qui a coûté très 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 cher. Donc, si vous avez un doute, parlez-en. Voilà un peu les 4 leçons que je retiens au travers des différents épisodes. Alors attention, chose très importante, c'est que je suis bien conscient que cet exercice, c'est un peu une analyse rétrospective qui, avec le recul, donne toujours l'impression que les erreurs étaient évidentes. Et là, je tiens à apporter un gros bémol. Ce n'est pas vrai. Car oui, quand Kodak cherche à protéger la pellicule, le choix semble rationnel. C'est un marché extrêmement rentable, ils ne vont pas aller le concurrencer en fournissant leur propre bâton. Ça peut sembler sur le moment logique. Pareil, quand Blockbuster refuse d'acheter Netflix, c'est logique. Netflix perd de l'argent, son modèle paraît incertain, Blockbuster est ultra dominant. Car c'est une notion que je veux un peu débunker. Les erreurs ne sont pas des absurdités. C'est souvent des décisions logiques, bien pensées, mais prises dans des contextes d'incertitude, où le court terme pèse souvent beaucoup plus lourd que le long terme. Et c'est là le point essentiel. C'est ce qui va condamner ces entreprises. C'est pas la décision isolée, c'est la somme de compromis, l'incapacité à douter et l'aveuglement face à des signaux faibles qui vont amener à ces décisions et qui vont être fatales. Donc, si je devais donner un conseil, et je veux revenir sur les conseils, si je devais donner un conseil sur la prise de décision, c'est lorsque vous prenez une décision, bien sûr, entourez-vous, questionnez, jugez, mais prenez cette décision. Par contre, ne soyez jamais figé sur cette décision. Restez à l'écoute des signaux faibles qui peuvent être autour et qui peuvent vous montrer que cette décision n'est pas bonne. Il vaut mieux prendre une mauvaise décision, une décision qui s'est relevée mauvaise, et la corriger, que croire de prendre une bonne décision et d'être persuadé jusqu'au boutiste. Car aujourd'hui, et pourquoi je vous dis ça? Car aujourd'hui, on vit une époque de rupture accélérée. Intelligence artificielle, transition énergétique, biotechnologie. Les domaines et les promesses sont immenses. Et c'est corollaire avec les risques d'erreur.
Est-ce qu'une entreprise en 2025 ne risque pas de faire la même erreur Kodak ou Blockbuster? Eh bah, très certainement, très certainement. Mais au moins, en regardant un peu dans le passé, on se dit: «Tiens, qu'est-ce que je peux faire pour éviter cette situation?» Et d'ailleurs, pour vous aider à vous projeter, voilà 6 questions que moi j'aime à me poser avant toute grande décision. Première question: quelle hypothèse principale je teste? Est-ce que je peux la vérifier avec un pilote ou un test? Qu'est-ce qui se passe si le pire des scénarios existe? Ai-je un plan pour l'atténuer? Troisième question: quand je cherche des preuves pour corréler ma prise de décision, est-ce que c'est des preuves indépendantes ou pas seulement des convictions internes? Car on cherche toujours les convictions internes, celles qui vont renforcer notre idée et jamais des preuves indépendantes. Quatrième question: qui joue le rôle de Devil Advocate, qui est l'avocat du diable? Qui allez-vous charger de venir en contre de votre décision, de vos idées? Y a-t-il une voix critique désignée pour venir vous contrer dans la prise de décision? Cinquième question: quel est l'impact opérationnel? Cash, stock, flexibilité, organisation. Avez-vous de la marge en cas de prise de décision? Vous avez beaucoup de cash, la décision impacte votre cash, mais pas la totalité. Le risque est plus faible. Vous jouez des stocks, c'est dangereux, ça engage tous vos stocks. C'est peut-être pas la bonne décision. C'est peut-être pas la bonne décision. Quand je dis ça, c'est pas forcément qu'il faut pas prendre cette décision. C'est potentiellement que c'est très engageant et il faut le savoir. Et enfin, sixième question: est-ce que la décision que vous allez prendre est une optimisation ou une rupture? Et si c'est une rupture, avez-vous prévu de protéger le cœur de votre business tout en exploitant l'avenir? Voilà. Voilà 6 questions que je voulais partager avec vous. En tout cas, moi, ce que m'enseigne cette série, parce que j'apprends en même temps que je la fais, c'est que la prise de décision n'est jamais purement rationnelle. Elle est faite de récits, de croyances, de peurs, de rapports de force. Et ce qui distingue une entreprise qui survit d'une entreprise qui s'effondre, bah, c'est pas seulement la technologie, l'humain, mais c'est sa capacité à se remettre en question, à écouter ses doutes et à accepter de cannibaliser son présent pour investir dans son futur. Alors toi, la prochaine fois qui seras dans une salle de réunion face à une décision très difficile, demande-toi, demande-toi vraiment, est-ce que je protège mon confort actuel ou est-ce que je prépare vraiment l'avenir? Et je pense que quand tu répondras à cette question, tu prendras la meilleure décision sur le moment. Voilà. En tout cas, je voulais vous remercier d'avoir écouté ce bilan et la série autopsie d'une décision. On se retrouve très bientôt pour des nouveaux podcasts de type interview, comme on peut le faire, mais comme je vous disais, ce format, je ne veux pas l'abandonner et je pense que je vais en refaire de temps en temps. Ouais, en tout cas, on se retrouvera. Ouais. Dernière chose très importante, j'ai vraiment besoin de ton soutien. Parce que je réalise ces épisodes de manière complètement bénévole et ça me tripe complètement. Mais ça me prend du temps. Et en fait, j'ai tout simplement besoin, entre guillemets, que tu me montres un peu que tu apprécies ces épisodes ou pas. En allant mettre des étoiles sur
sur les différentes plateformes, si tu es sur des plateformes audio ou si tu es sur YouTube, tu écoutes ça sur YouTube, de mettre des pouces bleus en l'air, de t'abonner également. Voilà. Si je peux te demander ça, c'est rien, ça engage pas, c'est gratuit. Moi, ça me fait avancer. Et croyez-moi, ça vaut tout l'or du monde. Allez, je vous dis à très vite. Et on se retrouve pour de nouveaux épisodes très bientôt.